Depuis que l'homme observe les phénomènes qui règlent le monde, il a facilement constaté que toute chose est soumise à la dualité. De dual dans la nature, nous avons la lumière et l'obscurité, le chaud et le froid, le bruit, le silence et tous les opposés perceptibles. Chez les animaux et chez les humains, la dualité est généralement représentée par le masculin et le féminin. Bien qu'ensuite, les humains aient compliqué les choses en créant de nouvelles dualités artificielles et discriminatoires, telles que le beau et le vilain, le bon, le méchant, et tous ces concepts conflictuels qui n'existent pas dans la nature. Il s'ensuit que même les sociétés humaines, des archaïques aux plus modernes, se sont divisées en factions opposées, telles que les nomades et les sédentaires, les croyants et les athées, les riches et les pauvres. Dans les monarchies, la dualité était représentée par le roi et par une institution parallèle et aussi puissante comme l'Église. Dans les républiques actuelles, elle est exprimée par la majorité et la minorité politique, et dans les régimes militaires ou religieux, par les soumis et les rebelles. Toutefois, grâce à cette conscience qui anime la plupart des êtres humains, le sens du bien commun tend graduellement à atténuer ces disparités que l'homme lui-même a inventées. Le droit à l'égalité est toujours plus répandu. L'instruction s'est accrue, même dans les pays les moins développés. On apprend des langues et des cultures étrangères. On se renseigne de chez soi ou des endroits les plus reculés, se parlant et se voyant en temps réel par les ordinateurs ou les portables. Et on s'approche de la parité sexuelle, sociale et ethnique. On dirait l'âge d'or, et pourtant, au seuil du 3e millénaire, il y a encore des individus qui croient fermement être supérieurs aux autres. C'est une vieille histoire qui remonte à l'époque où les nobles se disaient descendants de Dieu, et sous ce prétexte, ils pillaient impunément les crédules, devenant riches et puissants, se croyant vraiment supérieurs aux personnes communes. Mais ils ne l'étaient pas. À partir du XVIIe siècle, en coupant quelques têtes couronnées, ont été abolies d'abord la monarchie anglaise et ensuite la française. Les deux monarchies furent rétablies, mais les révolutions restaient menaçantes. Conscients du danger, certains nobles anglais se sont réfugiés dans une colonie britannique, aujourd'hui les États-Unis. Et dans ce nouveau continent, ils ont utilisé leurs richesses pour transformer l'ancienne aristocratie nobiliaire en une élite financière. Le but de ces nouveaux privilégiés est toujours le même, régner sur l'humanité. Mais étant eux un petit nombre, ils se sont organisés afin d'en réduire et maîtriser les populations. Ils ont débuté en finançant la conquête de l'Ouest pour y exterminer les légitimes propriétaires, les natifs américains. Puis ils ont financé la guerre de sécession et une fois sûrs de n'avoir plus de problèmes internes, ils se sont lancés à la conquête du monde.
Ils ont construit un nombre énorme d'armes et les ont vendues aux alliés et aux ennemis, faisant éclater 2 guerres mondiales et tous les autres conflits. Pourtant, bien que très puissante, l'élite financière se trompe toujours dans ses propres calculs. Malgré les massacres, le nombre a dépassé les 7 milliards d'individus, et ceux-ci commencent à comprendre que quelque chose ne va pas quand tous travaillant, ils restent pauvres, tandis que les riches, qui ne travaillent pas, deviennent toujours plus riches. Alors, afin d'éviter de nouvelles rébellions, les privilégiés ont changé de tactique en se tournant vers le subconscient des personnes. Ils ont produit à grande échelle livres, films et programmes de radio qui inspirent des concepts ambigus. Puis ils sont arrivés à leur chef-d'œuvre, la télévision, un organisme qui transmet des contenus audiovisuels par un appareil, appelé téléviseur. Ce dispositif électroménager est la voix officielle des gouvernements et sa tâche est la divulgation de programmes, publicités et téléfilms qui valorisent un mode de vie magnifique mais irréel. Le téléviseur est le produit d'une suite d'inventions qui débute en 1873 avec la découverte de la photoconductivité du sélénium. Il évolue en 1897 avec l'invention du tube cathodique. À partir de 1926, il diffuse publiquement des images en noir et blanc. Et depuis 1953, il passe à la couleur et effectue les transmissions à grande distance en passant par les satellites. Ce n'est pas par hasard que le premier grand financeur du développement de la télévision est la RCA, un géant de l'électronique des États-Unis. Dès lors, la télévision a séparé les personnes, les retenant chez eux, et les a endoctrinés à la pensée unique, conçue pour eux par l'élite financière. Le monde était en train de se domestiquer à ce nouveau mode de vie et de pensée, quand toujours aux États-Unis naît ARPANET. Inventé dans les années 60 pendant la guerre froide, ARPANET était un système militaire composé d'une multitude de réseaux de communication conçus pour rester actifs, même si certains devaient être détruits par une éventuelle attaque nucléaire. ARPANET transférait des données sur les circuits de calculateurs électroniques. Mais comme ces calculateurs étaient gigantesques, avec le temps, leurs dimensions ont été réduites jusqu'à parvenir au premier micro-ordinateur, l'Altair 8800. L'Altair fut le point de départ des premiers home ordinateurs, produits autour de 1975 par la Olivetti italienne et l'IBM américain, et fut aussi la source d'inspiration des fondateurs de Microsoft, Bill Gates et Paul Allen, qui ont inventé le premier langage de programmation pour ordinateur personnel. C'est dans les cercles de passionnés de l'Altair, appelés hackers, que se sont connus Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple Computer. Grâce à ces 4 personnages, l'information automatique, appelée par contraction informatique,
devient accessible à tous. L'ARPANET a été ensuite simplifié et appelé Internet. En 1991, il est passé au service civil en devenant un réseau mondial d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Et le système qui permet de naviguer sur Internet a été appelé World Wide Web, en français, Grande Toile Mondiale. Avec sa vaste série de programmes anticonformistes, en contradiction avec les émissions conservatrices de la télévision, Internet est très apprécié par les jeunes. Voilà pourquoi existent aujourd'hui deux mondes. Celui des téléspectateurs, composé par des personnes qui refusent Internet en se renseignant exclusivement avec la télévision, et celui des internautes, constitué principalement par des jeunes qui refusent la télévision, se renseignant exclusivement avec Internet. Cette nouvelle dualité naît surtout du fait que la télévision raconte une chose et Internet le contraire. Une autre différence substantielle entre les deux moyens de communication, c'est que les chaînes de télévision offrent seulement ce qu'elles diffusent à ce moment-là. Internet, au contraire, contient un choix quasiment illimité de films, spectacles, infos et approfondissements culturels, même étrangers, et munis de sous-titres avec traduction, ce qui permet de connaître les opinions exprimées dans plusieurs parties du monde. En outre, tandis qu'à la télévision, la diffusion est continue et la publicité inévitable, rendant le téléspectateur passif, sur Internet, la diffusion peut être confortablement interrompue et reprise à chaque instant, rendant l'internaute actif, et la publicité peut être supprimée à un prix abordable. À cela s'ajoute le fait que les ordinateurs peuvent être munis de webcam, mais pas les téléviseurs. Cela veut dire que si seuls les grands éditeurs peuvent se permettre les très chères chaînes télévisées et leurs nombreux dépendants, avec Internet, des simples citoyens munis de portables ou de programmes de montage vidéo peuvent diffuser des films personnels atteignant en temps réel des millions de personnes dans le monde entier. Ça, ce n'est jamais arrivé avant. Les dernières protestations de masse ont été possibles grâce à la connexion simultanée de milliers de citoyens qui, par l'intermédiaire de leurs portables connectés avec Internet, se sont donné rendez-vous dans des lieux à des horaires convenus pour exprimer tous ensemble leur désaccord. Sur ces événements, la télévision se tait. Et si elle ne peut pas se taire, elle ridiculise les versions qu'elle considère contre-productives en les traitant de fausses nouvelles, les fameuses fake news. Certains internautes aussi déversent de fausses nouvelles de toutes sortes, avec la différence qu'ils sont démasqués par le biais des commentaires, alors qu'à la télévision, cette possibilité n'existe pas. Il existe les talk-shows télévisés où les invités qui osent manifester des doutes sur ce que le système raconte sont immédiatement interrompus par les hurlements des animateurs. Cela vient du fait que l'élite financière a besoin d'étouffer la dissidence si elle veut garder le pouvoir. Or, selon la science de la psychologie, ceux qui rêvent du pouvoir sont des individus obsédés par le besoin de s'imposer.
Pour certains, cette aliénation est due à une imperfection physique. Pour d'autres, à l'ethnie ou à l'orientation sexuelle discriminée. Pour d'autres encore, et c'est le cas des membres de l'élite financière, elle est due à la condition du riche qui, pendant des générations, a été redouté et révéré, et maintenant, il ne l'est plus. Le but de ces personnes est donc celui de prendre, par la force ou par la ruse, une revanche sur le sort. Tout le monde n'en est pas capable, car il faut être très féroce et très riche. En cela, les privilégiés du troisième millénaire partent avantagés. L'aisance dans laquelle ils naissent les a habitués à évaluer des personnes ordinaires comme des animaux domestiques, sur lesquels ils ont pouvoir de vie ou de mort. Tout comme au bon vieux temps, quand les nobles étaient considérés supérieurs par la volonté divine. N'oublions pas que plusieurs religions contemplent l'existence d'un petit groupe de privilégiés, choisis personnellement par Dieu. Quelle meilleure destinée, en fait, que celle de naître richissime. Cependant, dans cette époque moderne, la révérence aveugle n'est plus possible. Ne pouvant plus pratiquer leur duperie sans risquer d'être poursuivis par la justice, l'élite financière anglo-saxonne s'est alors légalisée en s'infiltrant dans tous les gouvernements occidentaux sujets des États-Unis, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. En suivant le système adopté dans le passé par l'Église catholique, l'élite a corrompu les politiciens, instaurant des gouvernements parallèles, appelés Deep States, et a remplacé la peur de Dieu par la peur du chantage. Voilà pourquoi les politiciens mentent sur la façon dont le monde fonctionne. Ainsi, à la tête de structures nationales, multinationales ou supranationales comme l'Union européenne, ont été imposés des affairistes payés pour appauvrir leur propre pays au bénéfice du système financier anglo-saxon devenu global. Cet accaparement d'argent n'est pas pensé pour accumuler de nouvelles richesses, les privilégiés en ont au-delà de l'imaginable, mais pour empêcher aux citoyens le bien-être économique qui leur permettrait de se poser des questions dangereuses. Une personne pauvre ne pense qu'à la nourriture et aux choses primaires, comme les animaux, et se préoccupe de sa propre survie sans se poser trop de questions. C'est précisément ce dont a besoin l'élite des privilégiés pour commander. Son intention de nuire aux pays européens est due au fait que ces derniers ont entrepris d'importantes relations économiques avec certains pays orientaux, et ils pourraient s'enrichir, se libérant de la domination anglo-saxonne. Afin de les entraver, l'élite organise alors le transport en Europe de millions de jeunes extracontinentaux qui apportent la peur, la confusion et une nouvelle pauvreté. Et quand l'élite catholique dénonce l'élite financière, en l'appelant le royaume du mal, elle est punie par l'infiltration soudaine et massive de prêtres homosexuels qui éloignent les jeunes gens de la foi. Même la nourriture a été détériorée, avec des aliments génétiquement modifiés et de la viande bon marché, gonflée par des hormones anabolisantes qui empoisonnent le sang et rendent obèse. Plus insensé encore,
des insectes et des larves qui facilitent les tumeurs intestinales sont proposés comme délicatesse. Sans parler de la santé publique, inondée de médicaments qui affaiblissent le système immunitaire naturel, mais qui enrichissent les propriétaires des industries pharmaceutiques, non susceptibles de poursuites pénales en vertu de lois sur mesure. Tout cela est largement vérifiable sur Internet, avec des vidéos et des documents qui ne laissent pas de doute. Pas moins repoussante est la tromperie du revenu universel, qui n'est pas de l'argent de poche offert par les parents par amour pour leurs enfants, mais un revenu minimum accordé par le système et aussitôt retiré à ceux qui désobéissent, les contraignant à la fin. Dans tout cela, la télévision se taille la part du lion, en rugissant et en ridiculisant ceux qui osent être en désaccord avec ce système pervers. Comme si cela ne suffisait pas, il est en projet l'installation d'une micropuce dans le corps des personnes, sous prétexte d'en faciliter les actions pratiques. Et si l'idée ne suscite pas de grands scandales, on passera à l'installation d'une micropuce dans le cerveau de chaque nouveau-né, afin que les humains du futur soient contrôlés par des machines. C'est de la science-fiction? Non, c'est ce que confessent ouvertement et sans fausse pudeur les divers dictateurs financiers qui se sont déjà mis à l'abri de toute procédure judiciaire. Sur Internet, on trouve facilement les vidéos de leurs élucubrations, mais jamais à la télévision, où les journalistes à la solde du système se taisent. Les seuls à dénoncer ces dangers pour l'humanité sont les internautes, qui font revivre la pensée critique, mais les téléspectateurs ne pourront jamais le savoir. Ils sont habitués au grand écran du téléviseur et éprouvent une véritable gêne à regarder le petit écran de l'ordinateur, surtout si celui-ci transmet des données qui remettent en question tout ce à quoi ils ont toujours cru. Pour les téléspectateurs, Internet n'est bon que pour les virements bancaires, les emails, pour téléphoner gratuitement avec des applications telles que WhatsApp, ou pour se faire conduire en voiture par le navigateur. Et alors que l'industrie électronique produit des téléviseurs incorporant Internet, la vente de ces appareils mixtes ne décolle pas, et les deux mondes restent séparés, se critiquant l'un et l'autre. Les téléspectateurs accusent les internautes d'être des trifouilleurs qui voient des complots partout. Et les internautes accusent les téléspectateurs d'être des brebis aveugles et obéissantes que les hautes instances manipulent à leur plaisir. Et pourtant, il suffirait d'être curieux, juste assez pour découvrir pourquoi nous sommes submergés d'incohérences sociales et culturelles considérées immorales avant 1900. Ceux qui peuvent faire ça éteignent le téléviseur et allument le mental, jugeant avec bon sens les pièges infinis qui s'entrelacent entre la vérité et la fiction. Malheureusement, les internautes sont encore en faible nombre, et comme le serpent qui se mord la queue, ils ne sortent pas de ce petit cercle de personnes qui se renvoient entre elles les nouvelles qu'elles connaissent déjà. Malgré cela, ne pouvant pas bloquer Internet, par lequel passent désormais toutes les activités existantes, l'élite supprime les vidéos qu'elle juge subversives.
Mais les 800 bases militaires américaines installées dans les pays vassaux et la quantité immense et continue d'argent accordée aux politiciens et aux médias complaisants ont asséché les caisses de l'élite financière. Alors elle imprime illégalement de l'argent sans en posséder l'équivalent en or, et s'aigrit en fomentant de nouveaux conflits sur le territoire européen. Conflits que pour un système d'alliance internationale pourrait évoluer en une nouvelle guerre mondiale. De cela on déduit que l'élite financière occidentale est représentée par des personnes belliqueuses et irresponsables. Il faut être inconscient pour défier 8 milliards de personnes, dont 7 non occidentales, prêtes à engloutir les occidentaux, y compris leur élite. Et c'est ce qu'il se passe. Une nouvelle dualité va donc opposer le monde émergent au vieux monde occidental, ce dernier dégradé par l'ambition de quelques individus qui, par amour pour le pouvoir personnel, a causé la ruine de ses propres concitoyens. Mais l'histoire enseigne que les civilisations ont toujours été bâties par des jeunes qui se sont rebellés contre le système devenu vieux. Et comme tous les jeunes confrontés aux restrictions, Internet aussi fera sa part pour éradiquer le pouvoir absolu occidental, désormais voué à l'effondrement. Dans une génération, le monde passera aux Asiatiques. Et ce sera peut-être bien pour les peuples européens, admirés depuis toujours pour leur culture. En effet, c'est beaucoup plus amusant de vivre d'art et de tourisme, plutôt que de guerre.